9 jeunes sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une start-up qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Ose tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés, des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous. Aujourd'hui, je rencontre Franck Grossel, ébéniste et designer produit de formation. Franck s'est rapidement concentré sur la manière dont les déchets, et plus particulièrement ceux des brasseries, pouvaient devenir de véritables matières premières. Ses convictions, son esprit technique et ses valeurs l'ont amené à créer le projet Instead, du mobilier fabriqué à partir des céréales issues du brassage de la bière. Hello Franck, ravi de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Salut Cédric, merci beaucoup. Écoute, moi c'est Franck Grossel, j'ai 28 ans. J'ai créé le projet il y a 3 ans maintenant. Et comme tu l'as évoqué, je suis ébéniste et designer de formation, soucieux de l'environnement et accessoirement amateur de bière. Je pense que c'est une équation plutôt complète qui va justifier le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que c'est autour d'une soirée arrosée alors que t'es venu le projet Instead ? Bon, c'était arrosé, mais c'était pas forcément en soirée. Euh, c'était vraiment à la suite en fait de la découverte d'un process de brassage que je me suis rendu compte de ce qu'était la drèche de brasserie. C'est donc en fait les déchets de production issus du brassage de la bière et qui sont arrivés un petit peu au fur et à mesure de ma découverte avec la bière en tant que telle. Et je me suis un peu questionné sur comment est-ce qu'à partir de 4 ingrédients on pouvait obtenir autant de styles différents. Et en m'intéressant au procédé de brassage de la bière, j'ai découvert cette matière. C'est arrivé en même temps que mon projet de fin d'études à l'école de design, où je traitais la thématique du zéro déchet. Donc en fait, tout est vraiment arrivé en même temps et au bon moment. Une belle opportunité pour moi en tant qu'ébéniste de traiter ce sujet sur du mobilier. D'accord. Et alors du coup, c'était quoi vraiment le déclic pour vraiment lancer l'entreprise? Parce que c'est devenu du coup un projet, c'était un projet de fin d'études, c'est devenu aujourd'hui une entreprise. Qu'est-ce qui finalement a été le déclic pour décider d'aller plus loin? En fait, le déclic, ça a été à la fin du diplôme, quand j'ai présenté les premiers prototypes visuels, que je me suis dit, bon, bah, maintenant j'ai 25 ans, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends des études pour faire un master en design? Est-ce que je me lance dans un projet entrepreneurial parce qu'a priori, ça en vaut la peine? L'histoire que je raconte a su séduire la plupart des jurés à mon diplôme. Et puis elle m'a séduit moi-même, hein, parce qu'en fait aujourd'hui je vis un métier passion, c'est-à-dire que je ne parle, il n'y a pas une journée que je passe sans parler de bière ou de mobilier. Donc en fait c'est plutôt chouette, surtout quand on a aujourd'hui connaissance de toutes les ressources qui se raréfient, dont on est pas mal en pénurie. Et en fait, par rapport du coup à ces convictions environnementales, traiter d'un sujet de matière renouvelable, durable et qui puisse être une alternative industrielle, c'était le sujet où je me suis dit, bah, allez, on y va, quoi. C'est maintenant ou jamais. Mais et t'avais déjà des expériences dans l'entrepreneuriat avant ou ça a été vraiment un saut dans le vide? En fait, en première année d'école de design, j'ai lancé un premier petit projet sur Kickstarter. C'était juste pour essayer en fait de vendre quelque chose qui s'est très bien passé. J'ai eu une campagne qui a réussi et puis après je me suis dit bon bah voilà, c'était un petit projet. Je savais que j'allais pas faire une aventure entrepreneuriale avec ça, mais en arrivant en dernière année, je me suis dit là ça vaut le coup. Donc on va regarder un peu plus en détail ce que ça pourrait donner, contacter quelques personnes, voir si elles peuvent m'accompagner dans cette aventure et chose qui s'est faite rapidement parce que le projet a su séduire un peu tout le monde quoi. Donc tu as trouvé des personnes qui t'accompagnent aujourd'hui dans l'aventure? Voilà, des personnes des lycées, mon ancien lycée d'ébénisterie, mon ancienne école de design et puis des partenaires industriels que j'ai contactés selon les besoins du projet. D'accord. Et est-ce que tu as aussi des partenaires, des associés, dans le sens Non, associé avec aujourd'hui toi? je suis tout seul dans l'entreprise officiellement. Là, après 3 années de développement, on va bientôt s'associer avec mon partenaire industriel. Donc ça, c'est la consécration, quoi. Ça se concrétise de façon concrète et du coup, on va avoir de belles perspectives devant nous en sécurisant à la fois eux le marché que j'ai ouvert et puis moi leur production. D'accord. Mais pour l'instant, je suis encore tout seul. C'était un choix de ne pas chercher d'associés, personne physique, hein, ou tu n'as pas trouvé les bonnes personnes au bon moment? J'en cherchais pas forcément. Après, j'avais pas, je cherchais pas quelqu'un pour me contredire. Disons que je savais que c'était le début du projet, qu'il fallait que je mette en place ce que j'avais envie de mettre en place. Et l'avantage, c'est que bah, j'en parlais à beaucoup de personnes autour de moi, mais j'ai pris mes propres décisions.
D'accord, oui, tu avais envie d'être libre de prendre tes propres décisions et tu savais où tu allais. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le modèle d'Instead, comment ça fonctionne et peut-être le modèle économique? Bien sûr. Bah, en fait, le modèle économique, il y en a plusieurs. Il y a le premier qui est le mobilier brassé. Donc, c'est le concept qu'on a développé et qu'on propose en fait sous forme de mobilier que l'on conçoit, donc du tabouret, des tables, des chaises qui vont bientôt arriver. L'autre partie, c'est de pouvoir fabriquer pour d'autres. L'intérêt, c'est de proposer notre process à ceux qui en auraient potentiellement besoin, parce que c'est une solution industrielle aujourd'hui. On sait fabriquer plus de 200 pièces par jour, donc on n'est pas en mesure de fabriquer 365 jours par an du mobilier brassé, donc on propose ce process-là à d'autres. Et puis voilà, après, on a un process qui nous permet de pouvoir faire plein de choses, d'aller dans plein de secteurs d'activité. Et ça, c'est un peu la façon dont ça fonctionne. Pour tout ce qui est filière, en fait, on va récupérer la drèche chez des brasseurs, on la fait sécher par des partenaires, on la fait livrer dans l'usine, et à l'usine, ils la transforment en différents produits. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que grâce au sucre résiduel issu du brassage et des protéines, on obtient un liant d'agglomération naturelle, ce qui nous évite en fait d'utiliser trop de colle bah, chimique ou choses comme ça. Aujourd'hui, on a 98% de brèche pour 2% de colle. La colle, elle est vraiment là pour assurer la durabilité du produit, sa résistance et puis son imperméabilité. D'accord. Alors, j'imagine qu'au début, tu as quand même eu des problématiques logistiques qui ne devaient pas être simples à gérer. Comment est-ce qu'au début, du coup, comment est-ce que tu as développé ça Ça s'est vraiment fait par pour tes premiers palier, hein, produits? parce que Mhm. au tout début, quand j'ai commencé, je pensais vraiment finir par faire ça de temps en temps dans mon garage, voilà, faire une dizaine de pièces par mois, ça me suffirait. Mais en fait, les choses ont décidé un peu autrement, parce que c'est beaucoup d'opportunités qu'on fait évoluer le projet. Beaucoup de rencontres. Et puis bah, les problématiques que j'ai rencontrées, c'était principalement lié à la collecte, au séchage, aux partenaires. Quand on pensait trouver des bons partenaires et que c'était pas le cas, bah, ça nous fait perdre du temps. Des découvertes par les expérimentations de la matière, hein. Ça marchait pas aussi simplement que ça. Donc il y a eu beaucoup de phases de recherche, d'expérimentation. Je pense que j'ai passé beaucoup plus de temps à être frustré, à remettre en question et à douter, qu'à être content et satisfait de mon travail. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le projet est aussi abouti, c'est que je suis satisfait difficilement. Donc au moins on va dans la précision, dans la perfection dès le départ. Et aujourd'hui c'est ce qui paye aussi, hein. C'est c'est ce qu'on revendique maintenant avec les produits et la matière qu'on vend. D'accord. Alors, tu disais à l'instant que bah, tu as des partenariats qui se sont bien passés, puis tu en as d'autres où ça n'a pas forcément été des bons partenariats. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Bah, en fait, quand vous contactez des entreprises et qui vous livrent des prototypes de bonne qualité et que derrière, quand vous faites la commande et qu'ils vous livrent des pièces pas de bonne qualité, bah là, on est un peu déçu parce que du coup, c'est pas, enfin, on s'attendait forcément pas à ça. De toute façon, dès qu'il y a un moment donné où il y a de la sous-traitance, il y a des risques et ces risques-là, bah, malheureusement, soit on a de la chance, soit on en a moins. J'ai eu de la chance sur certains partenariats, j'en ai eu moins sur d'autres, mais c'est un peu aléatoire, hein. Ça dépend de qui vous avez en face de vous, de l'exigence qui porte au travail, du respect du cahier des charges que vous donnez, et puis voilà. Et du coup, est-ce que tu as aujourd'hui un retour d'expérience, bah, justement, quand on fonctionne avec la sous-traitance, peut-être pour que toi tu t'appliques pour essayer de prendre le moins de risques possible? Bah, tout faire par écrit, faire des retours de prototypes, tout mettre par écrit et dire bah non, attendez, c'était pas prévu comme ça. C'est pas prévu comme ça, donc je paye pas, je reçois pas la matière, je la refuse, je vous reprenez. En fait, il faut pas avoir peur de dire non mais de froisser les gens. Non mais les gars, moi là c'est pas possible, c'est dégueulasse votre truc, j'en veux pas. Je paye pas, j'en veux pas. Vous reprenez, vous refaites et on redémarre. Et en fait, je pense qu'il faut savoir être très strict dans ce milieu-là parce que bah, quand ils voient le petit jeune arriver, ils vont se dire oh on va pas se faire chier, hein, on va faire ça comme ça, hein. Et puis ça lui ira. Mais en fait non, faut savoir être carré quoi. Ouais, formaliser en fait, pas hésiter à Ouais, bah formaliser. oui, parce que c'est les seuls éléments qu'on peut avoir. Ouais, Il faut pas, faut toujours avoir une trace de tout ce qu'on fait. C'est ouais. important. Et il y a eu justement des retours de partenaires qui t'ont mis un peu en galère
parce que tu avais commandé du coup des produits qui sont pas arrivés comme tu souhaitais, et du coup tu pouvais pas revendre par exemple. Est-ce que tu as connu ce type de galère? Oui, bien sûr, on a reçu des éléments qui nous empêchaient de produire, qui nous ont complètement bloqués dans une phase où on était en location de machines pour faire des essais et la matière première qui est arrivée n'était pas conforme au cahier des charges et nous a complètement pourri la ligne de production, donc on n'a pas pu produire. Donc on a dû renvoyer les machines, on a payé pour rien et on a dû retrouver une autre solution pour changer de partenaire et se débrouiller de nous-mêmes pour l'approvisionnement. Ce qui était un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui on est autonome sur ce sujet-là, on ne dépend plus de personne et ça c'est un point de gagné, quoi. Aujourd'hui, vous êtes, du coup, vous êtes autonome. Comment ça fonctionne la logistique finalement entre qu'est-ce que tu fais toi ou tu fais avec tes partenaires, tu fais toi et qu'est-ce qui est fait à l'extérieur, qu'est-ce qui est sous-traité à l'extérieur dans tout ton process? Nous, on ne fait aujourd'hui plus que le design, la conception, l'industrialisation du produit. On va jusqu'à la phase de prototypage et après, tout est fabriqué par des partenaires extérieurs. On a une plateforme logistique qui récupère les différents éléments, qui conditionne, qui envoie, qui gère même les retours et les SAV. Donc aujourd'hui, nous, on touche pas les tabourets. On touche plus les tabourets. On les conçoit une première fois et ça tourne tout seul et on passe au prochain produit et on passe notre temps à essayer du coup voilà, de les vendre et de trouver des canaux de distribution. D'accord, donc tu fais un prototype et puis, voilà et puis après au début de l'aventure, ça fonctionnait aussi comme ça ou c'est quelque chose qui a évolué? Non, au début de l'aventure, on faisait tout nous-mêmes. C'est pour ça qu'en fait, là, on a prototypé la filière. C'est-à-dire qu'on a tout fait de nous-mêmes pour se rendre compte de ce qu'il fallait ou ce qu'il fallait pas. Comme ça, aujourd'hui, quand on demande à d'autres personnes de faire ce que l'on faisait, on sait exactement quoi leur dire de faire. On a un cahier des charges et voilà, ça se respecte facilement. Mais il fallait, OK. je pense Mmh. que c'est un conseil, en tout cas, c'est une chose selon moi hyper importante. C'est que quand on occupe un poste, si, par exemple, un poste de commercial, hein, que ce soit en menuiserie ou autre chose, si on n'a jamais été sur le terrain, on sera jamais crédible. C'est ce que pour moi j'appelle la légitimité. Ce qui me rend légitime aujourd'hui dans ce projet, c'est que je sais concevoir du mobilier, je suis ébéniste et même si demain je le vends, bah, je sais que je vends quelque chose qui est viable. Et pour moi, l'expérience du terrain est importante pour vendre quelque chose. Ouais, d'accord, donc tu dis, ce que tu dis, c'est il faut faire un moment, il faut faire soi-même pour voir ce que c'est, savoir-faire et avant de Ouais, déléguer. voilà. Et puis Heu, même si demain j'ai un commercial qui s'occupe de ça, il y mmh, a pas, enfin il va déjà s'il aime pas la bière ou qu'il comprend, ou qu'il sait pas comment on brasse de la bière, c'est pas possible. Il faut faut avoir une connaissance de l'intégralité de la filière si on veut être crédible, légitime, c'est ça quoi. d'accord, donc dans tes entretiens d'embauche, il y aura des Ouais. questions sur la bière, Bah ouais, en vrai, bien sûr. voir un test pratique? Bien sûr. Bah non, mais après, c'est pas parce que la personne ne sait pas forcément ce qu'est la bière ou comment on la brasse que c'est rédhibitoire. Ce que je veux dire, c'est que du coup, il passera par des étapes de connaissance et de compréhension. Je pense que l'entretien d'embauche, c'est une petite session de brassage de bière, quoi. C'est effectivement, c'est pas mal, non? Et puis de ce que j'entends, tu as aussi, finalement, tu as une vraie culture bière. Tu une vraie culture bière. Ce qu'on voit quand on regarde la façon dont tu mets en avant, tes produits, c'est que tu mets aussi en avant quelque chose, c'est que tu donnes l'opportunité aux utilisateurs, donc enfin plutôt aux consommateurs de bière, d'être aussi utilisateurs de tes produits et donc d'avoir une démarche durable dans leur, consommation de bière. Donc on voit bien que c'est intéressant parce que tu essaies de toucher les 2 bouts. Ça, c'est quelque chose qui marche? Tu arrives à faire le lien entre les 2? Bien sûr, bah en fait, aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est des produits qui ont une histoire, qui prennent une place sociale dans leur environnement. En fait, entre un tabouret lambda qui est juste fabriqué en Europe ou en Asie et un tabouret qui est fabriqué en France par, je ne sais pas, ça peut être juste fabriqué par des ESAT, ça peut être fabriqué par un designer qui est connu, ça peut être juste une histoire, savoir quelque chose du produit, pouvoir raconter quelque chose de ce que les gens achètent. C'est ce qu'on recherche beaucoup aujourd'hui, faire du lien avec les produits. Et en l'occurrence, quand on sait qu'une bière, enfin un tabouret, c'est 6 litres de bière brassée, qu'en fonction du type de bière, on peut avoir différents coloris de tabouret, que du coup, on peut avoir, bah, ça peut venir de telle ou de telle brasserie, donc il y a une histoire aussi derrière avec la brasserie. Et puis bah voilà, on est simplement assis sur ce qu'on est en train de boire, donc il y a tout ce lien économie circulaire qui se met en place, qui plaît aux gens. Et ça, bien sûr qu'on s'en sert pour parler de nos produits parce que c'est toute l'essence d'Instead, hein, c'est de pouvoir se dire que
D'une, on utilise une ressource qui est un coproduit, donc c'est pas une matière première. Ça a donné naissance à un produit initial qui est la bière qui est quand même l'élément social le plus important du monde, hein. Je ne connais pas une seule personne qui ne s'est jamais retrouvée autour d'une table pour boire un verre, que ce soit de la bière ou pas, avec ses Mhm. amis pour discuter. C'est l'élément social. On se retrouve toujours à l'extérieur pour boire un verre. Et donc en fait, ça a sa place. Et moi, je suis pas un expert du brassage, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais j'apprécie quand même régulièrement des bonnes bières. Ouais. Est-ce qu'il y a des types de bières avec lesquelles ça fonctionne mieux, avec lesquelles la drèche fonctionne mieux, ou alors non, en fait, quel que soit le type de bière, ça a pas forcément d'impact? Alors en fait, il y a différents types de bières et différents types de malt utilisés pour le brassage de la bière. Et nous, on ne travaille pas avec des bières qui sont brassées avec du blé, parce que le blé est une céréale nue et on appelle ça le chewing-gum des campagnes. Donc là, pour la petite anecdote, quand on a Mhm. commencé à faire des essais et qu'on s'est rendu compte que c'était comme si on agglomérait notre fibre d'orge avec du chewing-gum, bah, en fait, ça marchait pas. Donc le blé, on n'en utilise pas. Le blé, c'est un malt qui est utilisé pour un côté un peu caramel et donner de la texture à la mousse. Donc nous, en fait, toutes ces bières-là, on s'en a franchi. Et c'est dans notre cahier des charges. Aujourd'hui, on ne travaille qu'avec des bières 100% orge, ce qui est la majorité de toute façon des bières qu'on retrouve aujourd'hui. Oui, tu peux nous donner peut-être quelques exemples de bières faites avec du blé? Euh, Bah en fait, toutes les bières blanches, c'est 50% de blé. D'accord, les bières blanches. Donc c'est plus compliqué de boire responsable quand on boit une bière blanche Après, aujourd'hui. après oui, c'est sûr que le blé, pour l'instant, on ne sait pas l'utiliser, mais peut-être qu'à terme, on trouvera des solutions. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne travaille qu'avec de l'orge. D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, la drèche, à quel moment en fait t'es venu l'idée, j'ai envie de dire, ou enfin le fait de se dire, mais en fait, je peux en faire un produit, je peux en faire un produit solide. En fait, comment t'as fait, comment t'en es arrivé là Bah, en fait, j'ai comparé ça à de la fibre de bois, comme on en utilise pour faire des panneaux agglomérés. Et je me suis dit, ah, ce serait intéressant d'essayer de voir si ça pouvait se substituer au panneau de particules, parce que le panneau de particules, aujourd'hui, il est en majorité constitué d'arbres que l'on abat pour le revêtir de mélamine ou de Mhm. peinture ou de je ne sais trop quoi. Donc, c'était un sujet qui a démarré comme ça en me disant, ah, bah, c'est marrant, ça pourrait s'agglomérer. La fibre est assez longue pour avoir une surface de collage, de contact, euh, pour essayer d'en faire des petits panneaux, des choses comme ça. D'accord, d'accord. Oui, c'est ça, ça t'a fait penser à une autre matière et c'est comme ça que tu t'es dit pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas et que t'as expérimenté. Euh, J'imagine que tu as quand même une partie de ton travail qui est de te faire, pour Instead, qui est de te faire connaître, pour que derrière, Ouais, bien sûr. si tes produits puissent être utilisés. Comment aujourd'hui tu te fais connaître? Bah, on a un projet atypique, donc en fait, quand on en parle ou quand on en entend parler, ça interpelle. Et puis la façon dont on en parle aussi, parce que ne serait-ce que le nom du concept, le mobilier brassé, on peut faire du mobilier que si le malt est brassé, parce que sinon on peut pas le faire. Donc ça a tout son sens. Et puis bah après, c'est un peu l'engrenage, hein. On rencontre une personne qui fait une interview de nous, ensuite il y a quelqu'un d'autre, ensuite à partir de ce quelqu'un d'autre entend que il y a ça, et du coup on n'en finit pas, et on finit comme on a pu avoir la chance sur TF1, France 3, Brut, M6, sur France 5 aussi. Donc ouais, c'était bon, je pense qu'il y a un peu de chance dans tout ça, hein. C'est rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et puis que les autres personnes écoutent au bon moment aussi. Puis tu es sur un produit sympa, tu es sur une thématique qui touche tout le monde aujourd'hui. Voilà. Le fait de pouvoir effectivement diminuer les déchets et en plus sur un produit qui est la bière qui effectivement donne envie. Mais tes premières interviews, parce que souvent j'imagine que une en amène une autre, tes premières interviews, comment est-ce que tu as été les chercher? Comment est-ce que tu les as déclenchées? Bah, pas mal de mails, pas mal de mails. Mhm. Après, ouais, j'ai essayé d'aller en chercher un maximum. Et puis après, bah, il y a eu quelques concours auxquels j'ai participé, que j'ai eu la chance de remporter, qui m'ont permis d'avoir de la visibilité. Ouais, c'est plein de choses, hein, c'est plein de choses. Ça peut être la presse locale, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être plein de choses. Quand tu dis pas mal de mails, oui, tu envoyais à qui tes mails? Bah, des adresses de contact presse, D'accord, à la presse, ouais. pas mal à la presse là-dessus. Et donc il y a l'aspect interview effectivement qui a bien marché puisque tu as été médiatisé nationalement et ça
c'est une vraie force. Tu as aussi un site internet. Est-ce que sur le site, pardon, tu fais des choses pour le faire connaître? Bah, on a un référencement naturel, hein. Dès Mhm. qu'on va taper le nom de notre entreprise ou du mobilier écologique ou des choses comme ça, on peut aussi retomber. Donc ça, c'est intéressant. Mais oui, oui, il y a énormément de canaux pour se faire connaître. Mais il faut aller les chercher. C'est sûr que ça vient pas tout seul. Mm. C'est ça. Aujourd'hui, toi, le site, tu le laisses vivre pour l'instant, de ce que je comprends, c'est ça. Tu fais pas de grosses actions pour le faire connaître. Tu es plutôt Bah, pour l'instant, sur bouche à oreille. pour le moment, on n'a plus grand-chose à vivre parce qu'on a à vendre, pardon, pas à vivre. Mhm. On a ouvert les précommandes pendant un mois l'année dernière. On a vendu plus de 200 tabourets en un mois, donc on a déjà fabriqué cette première série pour valider un peu l'intégralité de la chaîne. Mais aujourd'hui, on est en préparation de la nouvelle production, donc on n'a rien à vendre. Donc on se fait tout petit pour le moment. D'accord, d'accord. Donc, il fait pas trop de bruit. Et alors, Instead, tu en vis aujourd'hui? Alors en fait, volontairement non, parce qu'aujourd'hui je conserve ma trésorerie pour l'investissement dans le projet. J'ai des droits au chômage parce que moi j'ai été pendant les 3 années de développement du projet assistant d'éducation de nuit dans un internat. Donc en fait j'ai des droits au chômage qui me permettent aujourd'hui de vivre le temps que ça se lance. Mais bon, on va bientôt arriver à un moment où il va falloir que j'en vive et j'en vivrai, c'est sûr. Et comment tu vois justement le futur d'Instead? C'est quoi les futurs projets que tu imagines Bah, c'est d'entreprise? déjà industrialiser et avoir nos propres machines là, que l'on n'ait plus besoin de les louer pour produire, avoir les bons partenaires, figer la ligne de la filière complète, la filière et puis la chaîne de valeur produit, créer pour nous, créer pour d'autres et puis voilà, caractériser la matière, essayer d'aller chercher des nouveaux marchés, proposer notre solution. Parce qu'on parle bien une solution est une réponse à une problématique et la problématique aujourd'hui elle est bien là, hein, la raréfaction des ressources. Donc on souhaite vraiment produire autant qu'on peut, vendre autant qu'on peut pour substituer petit à petit ces matières-là. D'accord. Et donc, bah, du coup, j'imagine embaucher, Oui, voilà, tout à fait. D'accord. C'est quel type de profil que tu vas chercher en premier? On va avoir besoin d'administrateurs des ventes, de commercial, de designer et puis globalement de gestion de projet, quoi. Gestion de production, logistique et des choses comme ça. D'accord. Aujourd'hui, toi, le futur de ton marché, tu le vois. Finalement, aujourd'hui, tu travailles d'un côté avec des partenaires. Tu parlais tout à l'heure du bar qui peut aussi permettre à des personnes de consommer la bière tout en étant assis Mhm. finalement sur les déchets de son produit, ce qui est génial. Est-ce que toi, tu vois l'avenir plutôt avec justement du B2B qui se développe euh, ou de la recommandation même par tes partenaires, ou est-ce que ce serait plutôt de la vente en B2C, donc directement aux utilisateurs finaux, Les deux, consommateurs? les deux. On aura une majorité pour les professionnels et les distributeurs, bien sûr, mais on veut aussi vendre nos produits aux particuliers. L'idée, c'est de rendre le produit accessible pour tout le monde. D'accord. Euh, Est-ce que tu as des conseils de ressources qui ont pu t'aider quand je dis ressources, des lectures, des vidéos que tu as pu voir sur Internet, des blogs que tu as pu lire, voilà. Est-ce que tu as des conseils de ressources qui ont pu t'aider finalement dans cette aventure qui est partie d'un projet de fin d'études à Alors, aujourd'hui une entreprise en, en termes de ressources, tout ce qui va être livres, blog, podcast et tout, je vais rien avoir parce que je m'intéresse pas du tout à tout ça, je ne lis pas. Par contre, tout ce qui est incubateur, pour rencontrer des personnes et discuter avec eux, des personnes de tous horizons en fait, hein. J'ai des amis comptables, j'ai des amis banquiers, j'ai des amis entrepreneurs dans le numérique, et en fait, eux ont des compétences que moi je n'ai pas, moi j'en ai sûrement que eux n'ont pas non plus. Et en fait, l'échange, le partage, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de savoir ce que je sais aujourd'hui. Et voilà, et je continuerai à apprendre de cette façon-là. Pour moi, ce que je sais, ça vient des autres. D'accord, d'accord. Tu es plutôt dans l'échange, t'es plutôt dans Ouais. l'échange. Tu me disais quand on échangeait juste avant de démarrer le podcast, tu me disais que au début, en comptabilité, c'était un peu galère, notamment tous les principes de hors taxe et de TVA, justement. Mhm. Comment t'as fait là-dessus ben, pour réussir à comprendre comment ça fonctionnait Bah, en fait, je n'ai pas forcément été dans l'anticipation. Je me suis dit que j'allais apprendre au fur et à mesure, et puis quand je serai confronté aux choses. Et je me suis juste bien entouré pour être certain d'avoir quelqu'un au bon moment pour gérer et comprendre la situation. Puis petit à petit, les choses se sont mises en place. Je
me suis quand même intéressé un minimum au truc, quoi, mais vraiment un minimum. Mais en tout cas, j'ai demandé conseil, tout simplement. D'accord. Et alors, comment tu faisais pendant des conseils? C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, qui peuvent nous écouter et se dire oui, j'aimerais bien demander conseil, mais je ne sais pas comment aller demander conseil à qui, demander conseil. Est-ce que tu as voilà, toi, justement quelques conseils là-dessus? Bah, dans les villes, il y a beaucoup de conseillers sur de toute façon le développement territorial, économique et tout ça. Donc il peut y avoir déjà dans la mairie, dans les mairies ou dans les communautés d'agglomération des gens qui peuvent répondre à ces questions-là. Après, aller simplement voir un comptable. Moi, mon comptable, lui, il a passé 1 an avec moi à me recevoir peut-être une fois par mois sans que je le paye ou quoi, mais pour me donner des conseils. Et aujourd'hui, c'est mon comptable. Mais en fait, il faut pas avoir peur d'aller poser des questions. Et les gens, de toute façon, savent très bien que quand ils vont prendre du temps pour nous, c'est un investissement pour eux. Parce que peut-être que demain, on peut être leur client, ou peut-être que bah, ils perdront leur temps, mais s'ils le font pas, ils le sauront pas. D'accord, oui, donc effectivement, mixer finalement le fait d'aller voir, par exemple, le bureau d'information jeunesse, j'imagine, tu parlais de structures un peu comme ça, de la mairie, et aussi des professionnels qu'on peut avoir autour de soi en n'hésitant pas parce qu'ils sont bien au courant qu'il y a un début à tout. Bah, bien Et sûr, mais que, c'est comme dans la vie de tous les jours finalement. Demain, j'ai une fuite dans mon évier, à mon robinet, je vais appeler un plombier. Si j'ai un problème parce que j'ai un arbre qui fane, je vais appeler un paysagiste. Là, c'est pareil, j'ai un problème de comptabilité, bah, j'appelle un comptable, il va me donner des ressources, tout simplement. C'est vraiment, enfin, pour moi, ouais, ça semblait tellement logique. Bah, il y a un ouais. problème de ça, bah, on va avoir des gens qui sont spécialisés là-dedans, point barre. Ok. Alors j'arrive à ma dernière question. Si tu avais l'occasion de te croiser, toi, il y a 5 ans, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Ouais, je dirais plutôt il y a 3 ans, parce que c'est quand j'ai démarré le projet. Bah, Allez, il y a 3 ans, c'est parti. je me serais tout de suite mis sur les bons rails. Je me serais déjà dit, bah, n'adresse pas la parole à telle ou telle personne. Et puis, je sais pas ce que je me dirais. Je dirais que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de passer. En fait, j'essaierai même pas de faire en sorte de ne pas me faire réaliser les mêmes erreurs, parce qu'en fait, elles m'ont tellement appris que si on n'échoue pas, on n'apprend pas. Et c'est ce qui, du coup, constitue pour moi l'expérience, hein. L'expérience, même en tant qu'ébéniste, quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs. C'est pas quelqu'un qui sait tout sur tout, au contraire. Donc, je me dirais juste que ça vaut la peine, qu'il faut y aller, quoi. Chacun doit vivre sa propre expérience et je pense que on en est encore plus fier à la fin quand on n'a pas forcément été pistonné, aiguillé ou un peu couvé, quoi. D'accord, donc oui, donc finalement les galères sont importantes Ah et mais le l'idée c'est de mur, il pas faut se le abandonner. prendre, hein. Le L'idée c'est mur, de il faut pas se le prendre. abandonner, ouais, faut se le prendre et c'est comme ça qu'on apprend et ce que tu dis finalement, c'est que c'est les galères qui te permettent, qui t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui et d'avoir effectivement, aujourd'hui vendu, ou pré-vendu, toutes les productions, qui est Mais c'est plutôt un surtout les ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a eu beaucoup plus de frustration, d'énervement, de doute que de moments de mmh, confiance et de oh, c'est bon, ça ira. C'est un peu le jeu, mais c'est ce mmh. qu'on appelle un investissement aussi, hein. C'est se donner pendant tout ce temps-là pour préparer le terrain et de quelque chose sur lequel après tout devrait rouler. Mais j'aurai d'autres galères à ce moment-là. Ce sera peut-être des galères parce qu'après j'aurai tellement de demandes que je ne saurais pas produire ou que bah, justement j'aurai trop de produits à vendre et que j'ai pas la demande. Il y aura d'autres problèmes. Ce sera plus lié à la production, ce sera lié à autre chose. Et puis après, quand ce sera plus la production, ce sera peut-être que bah voilà, ce matin ma voiture elle démarre pas, je peux pas aller à mon rendez-vous, comment je fais? Enfin, il y a toujours des choses et c'est d'un côté ce qui devient intéressant dans une entreprise, c'est que ça anime le quotidien. C'est jamais pareil. Et c'est aussi pour ça que j'ai Fi voulu être entrepreneur, c'est gérer mes propres problèmes, pas les mettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Ouais. Et je te souhaite quand même d'avoir plus de galères, d'avoir trop de commandes que de voitures qui démarrent pas au moment d'aller Ouais, négocier un gros contrat. C'est, c'est ça, c'est des galères, même si sur le moment, ça reste une galère, mais c'est des bien sûr, galères qui sont un peu plus appréciables, bien sûr. à vivre. Euh, Merci Franck pour cet échange, Merci à super toi. intéressant.
Voilà, tu as pu échanger avec nous sur pas mal d'éléments entre ton projet de fin d'études, comment tu t'es lancé, comment tu as mis en place tout ce process, les prestataires, etc. Je pense que tout le monde a plein de choses intéressantes à retirer de ce retour d'expérience que tu nous fais. Je te souhaite une bonne continuation avec Instead et puis on suivra tes aventures. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Sauce tes projets. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire qui nous fera ressortir dans les classements. Si vous aussi vous avez une idée, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur widoo.com, notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. À très vite!